Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette semaine, à l'émission Parole à l'élu, le député de Papineau à l'Assemblée nationale, Alexandre Iraca, et tout de suite après la pause, le conseiller de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Monsieur Iraca, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Évidemment, il y a une semaine exactement aujourd'hui, Nicolas Marceau, le ministre des Finances, présentait son premier budget, et c'est aussi votre premier budget en tant que député. Quelles ont été vos premières réactions suite au dépôt du budget? Effectivement, il y a beaucoup de premières pour moi à titre de député. Alors, je ne m'attendais pas à vivre un budget aussitôt que ça. Alors, c'est un budget qui a été déposé à la hâte, en vitesse, sans consultation, et ça paraît. Il s'agit d'un travail, selon moi, qui a été bâclé. La seule raison pour laquelle le budget a été déposé plus tôt cette année versus les autres années où ça se fait habituellement au printemps. Au printemps, oui. C'est que les marchés financiers étaient inquiets du programme du Parti québécois. Et pour calmer le marché financier et la Fédération des commerçants et les cotes de crédit des autres pays, alors, Monsieur le ministre Marceau n'avait pas le choix, dans ce contexte-là, de déposer un budget. C'est un budget qui fait en sorte que les promesses péquistes de la dernière campagne sont brisées. Et en grande partie, heureusement. Alors, si j'étais un pur et dur péquiste qui avait voté PQ aux dernières élections, je me sentirais floué aujourd'hui. Parce que les promesses ne sont pas tenues. Mais on avait trois options là, dans le budget qui a été déposé, soit un bon budget, un mauvais ou un très mauvais. Alors moi, je vais le classer dans le mauvais budget. Alors, je n'irai pas jusqu'au très mauvais. Ce n'est pas un bon budget pour plusieurs raisons. La principale, c'est au niveau des infrastructures. Il y a une coupe là, à cause de toutes les autres annonces qui ont été annoncées, des gels à peu près dans tout ce qui bouge, des fermetures d'usines d'emploi. Alors, ils ont coupé 1,5 milliard dans les projets d'infrastructures partout au Québec, pour les 4 prochaines années. Alors, 1,5 milliard par année. Et concrètement, dans la région de l'Outaouais, à Gatineau, par exemple, on sait qu'il y a déjà des projets qui sont en marche, notamment, en fait, presque en marche, notamment à Gertin, la grande bibliothèque. Est-ce que, on s'entend souvent, les élus municipaux disent que normalement, ça ne devrait pas être en danger, mais vous êtes moins optimiste. Moi, je suis inquiet. Je vais être honnête avec vous. Là, je suis inquiet pour les projets d'infrastructure. Pas pour tous les projets, mais pour une bonne partie. Ce que j'entends m'inquiète quand on dit qu'il y a 1,5 milliard de coupés. On a eu une rencontre avec le ministre Bergeron, les 5 députés de la région cette semaine, et c'est une rencontre très de courtoisie. On a fait part des projets qui sont en attente. Le ministre va vérifier, il va nous revenir. Mais si les projets n'étaient pas déjà inscrits dans le PQI, dans le plan quinquennal d'investissement pour les infrastructures, c'est un non automatique de ce que j'ai compris. Alors, si un fonctionnaire n'a pas reçu la demande et inscrit la demande, surtout inscrit, les demandes sont reçues, mais inscrit dans un certain formulaire ou un programme informatique, à ce moment-là, ça va être refusé. Moi, je suis inquiet ici pour 3 ou 4 projets. L'unité d'hémodialyse à l'hôpital de Papineau, qui avait été annoncé en 2010, c'est un projet de continuité. Je n'ai pas de réponse. Le projet de terrain football et soccer synthétique à l'école Hormidas-Gamelais, je n'ai pas de réponse. L'agrandissement du CHSLD 55 lits, il n'y a pas de réponse encore. Alors, je vais talonner le ministre là-dessus, mais je suis inquiet pour ces projets-là parce qu'il y a des coupures directes sur les programmes d'infrastructure. Il faut se rappeler pour l'unité d'hémodialyse qu'il y a un riche donateur qui a donné un don important. Oui, tout à fait. On se souvient, c'est 1 million de dollars qui avait été donné. 1 million de dollars qui est en attente. Alors, cette personne-là risque de s'impatienter. Alors, moi, je vais tout faire pour qu'on puisse aboutir avec ces projets-là. Il y a Gertin aussi qui n'est pas dans le comté, mais Gertin qui est toujours en attente, la bibliothèque qui est toujours en attente. Il y a des écoles en attente d'agrandissement dans le secteur ouest. Dans la petite nation Plaisance, il y a un projet pour un centre des gens en fin de vie, pour l'ouverture d'un centre de soins palliatifs. Alors, je suis inquiet. Je vous dirais, là, le sentiment que j'ai avec les coupures annoncées dans le budget, je suis inquiet au niveau des programmes d'infrastructure dans le comté de Papineau. Vous nous décriviez là, votre rencontre avec M. Bergeron comme étant
courtoise, une visite de courtoisie. Avez-vous l'impression que M. Bergeron a vraiment ces préoccupations-là à cœur pour l'Outaouais? Indépendamment des partis politiques, puis on a mis, au début de la rencontre, on a mis ça au clair, qu'on ne voulait pas faire de partisanerie à ce genre de rencontre-là. Il faut travailler pour le bien des citoyens. J'ai senti le ministre Bergeron conscient de ça. Et là-dessus, je pense qu'au début de la réunion, on était tous sur la même longueur d'onde. Il a bien pris note des projets que je lui ai fait part pour le comté de Papineau avec son adjointe. Les projets ont été écrits. Il va y avoir un suivi. Je suis confiant qu'il va me revenir avec quelque chose. Maintenant, il n'est pas tout seul là-dedans, le ministre Bergeron. Si l'orientation de la première ministre qui a été donnée à son ministre des Finances, c'est de dire on coupe des infrastructures parce qu'on va aller chercher d'autres choses ailleurs, bien, ça va faire mal au comté parce qu'on avait plusieurs projets en attente. Évidemment, dans le budget, des choses qui touchent directement aux contribuables. On avait promis pas de hausse d'impôts, ce qui est sensiblement le cas. Ouais. Seules les personnes qui gagnent, les individus même qui gagnent plus de 100 000 qui vont voir une augmentation de leur impôt. Par contre, au quotidien, augmentation de la taxe au niveau du tabac, au niveau de l'alcool, bon, on peut toujours dire que les gens ont le choix de cesser de fumer ou de moins consommer de ces produits-là. Mais là où ça peut risquer de blesser un petit peu plus, c'est au niveau des tarifs d'Hydro-Québec. On prévoit là, une hausse, en fait, de 120 $ d'ici 2014. Oui, et c'est là que c'est un peu incompréhensible parce qu'on prévoit l'abolition de 2000 postes à Hydro-Québec et en même temps, on dit qu'il y a une hausse. Alors, c'est un peu à porte-à-faux, là. Si on dit qu'on coupe 2000 jobs à Hydro-Québec, bon, en théorie, on serait capable de dire, bien, on n'haussera pas les tarifs parce qu'on va faire du ménage dans notre cours avant. Alors, il y a un ménage qui est annoncé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner comme résultat, mais vraisemblablement, le résultat fait en sorte que sur le payeur, le contribuable moyen, ça n'a aucun impact. Il y a des augmentations. Alors, c'est un peu incohérent comme message. Il y a la taxe santé qui demeure. Oui. Alors, la taxe santé, il ne faut pas se tromper, là. Et ça, c'est une promesse brisée du PQ, là. Et je reviens à ce que je dis au début. Si j'avais voté pour le PQ, puis parce que c'était noir sur blanc là, que la taxe santé est abolie, elle n'est pas abolie du tout. Non seulement elle n'est pas abolie, la plupart des gens vont payer exactement ce qu'on avait annoncé, 200 $ par année. Non seulement ça, ceux qui gagnent un peu plus cher ou plus cher vont payer jusqu'à 1000 $. Ça n'a pas de bon sens. Quand on dépasse le seuil d'imposition de 50 % même pour les plus riches, c'est un seuil psychologique qu'il ne faut pas dépasser. On va faire fuir la richesse au Québec et c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Évidemment, on a promis et on a réalisé, en fait, de ne pas augmenter les frais de scolarité. Et c'est un petit peu paradoxal de savoir que, en fait, la semaine dernière, le 22 novembre, il y a quand même près de 60 000 étudiants qui sont sortis. Maintenant qu'on a la hausse qui n'aura pas lieu, on demande maintenant la gratuité scolaire. Alors, on a le ministre du Carré rouge. Le ministre qui nie que les universités francophones ne sont pas sous-financées. Ouais. Il n'est pas conscient, certainement pas conscient, qu'il faut être avec la fine pointe au Canada dans nos universités. Pourquoi? Parce qu'on est les seules universités francophones. Il faut protéger nos universités francophones. Il faut les financer au même montant que les restes des autres provinces. On est en bas de toutes les autres provinces ailleurs. On a toujours dit au Parti libéral, ce qui est un parti inclusif, que tout le monde doit faire sa part au Québec, y compris les étudiants. Vous avez étudié, M. Pilote, et vous avez payé vos études. J'ai étudié. Les gens de notre génération et les autres générations ont tous étudié, ont tous payé leurs études, ont tous fait leur part. Et c'est faux de prétendre qu'en augmentant l'impôt de tout le monde, on va tout régler les problèmes. À un moment donné, quand on est rendu à 50 % d'impôt, pour le contribuable moyen, il y a des limites à ne pas franchir. L'Association libérale de l'Outaouais qui vient de présenter un nouvel exécutif. Et pourquoi cet exercice-là s'est fait là, à ce moment-ci? Je trouvais ça important de renouveler le comité exécutif de l'Association libérale dans Papineau, dans mon comté. Il y a des gens qui ont travaillé extrêmement fort dans les dernières années. Moi, je voulais renouveler pour faire en sorte que ça reflète le Parti libéral, que ce soit inclusif. Et il y a beaucoup de jeunes qui se sont associés. On est rendu 25 dans le comité exécutif.
Étant un ancien président de commission scolaire, je suis habitué à présider des réunions où il y a plusieurs personnes. Norm avait sa façon, qui était la bonne, il était là 23 ans, mais moi, j'ai ma façon. Et on a renouvelé, on a rajeuni. C'est un mélange d'expérience et de jeunesse. Il y en a plusieurs qui ont demeuré, mais il y a beaucoup de nouveaux jeunes. Alors, on va être une association extrêmement dynamique. Vous allez voir ça là, dans les prochaines semaines. Il y a des choses qui s'en viennent, mais on va faire de la publicité aussi. On va aller recueillir aussi des nouveaux membres au Parti libéral dans l'association de Papineau, beaucoup de jeunes. Alors, je la veux à mon image. Ça fait 2 fois que vous mentionnez le mot jeune et on est un petit peu surpris d'entendre jeune et Parti libéral dans la même phrase. Oui. Comment vous réussissez là, ici dans le comté à réunir autant de jeunes? Bien, je pense que il faut donner pas juste l'image, il faut aussi avoir de la profondeur dans le message. On a une course à la chefferie. Hein, le Parti libéral était là pendant près de 10 ans au pouvoir. On a une occasion en or avec la course à la chefferie de renouveler notre programme, de faire en sorte qu'on ait vers les jeunes, de faire en sorte qu'on puisse changer des chasses gardées qui sont au Parti libéral depuis plusieurs années et qu'il faut revisiter. On va toujours garder les mêmes valeurs d'inclusivité, les valeurs du Parti libéral, mais je pense qu'il faut modifier certaines choses. Il faut faire en sorte qu'on soit plus près des gens, plus près des citoyens. Alors, et cette course à la chefferie nous amène l'occasion de le faire et en allant chercher des nouveaux membres. Course à la chefferie, justement, vous faites cavalier seul parmi les députés de la région ici, en appuyant Philippe Couillard. M. Couillard, d'ailleurs, qui va être présent avec nous très bientôt. Si on rappelait rapidement là, les raisons qui vous ont fait appuyer M. Couillard. Alors, j'ai rencontré tous les candidats. On a eu la chance d'avoir tous de très bons candidats, mais je sens profondément que M. Couillard a une affection profonde pour le Québec, qu'il veut faire en sorte que l'identité québécoise appartienne pas seulement à un parti, mais appartienne aussi au Parti libéral, que la fleur des lys appartienne au Parti libéral, à tous les Québécois, pas juste un groupe de Québécois. Et j'ai ce sentiment-là profond qu'en appuyant M. Couillard, la fierté québécoise va renaître en quelque sorte, et aussi parce que c'est une personne qui a une connaissance de beaucoup de dossiers et j'ai senti qu'il avait la flamme pour gouverner ce Québec-là. Et en terminant, vous allez être présent le 2 décembre prochain, en fait, ce dimanche, pour venir parler aux gens lors du Téléthon. Oui. Et c'est important pour vous d'être présent. Oui, ça va me faire plaisir d'être présent. Si je peux contribuer de quelconque façon, je vais le faire et je vais être là présent au Téléthon. Monsieur Racam, merci infiniment du temps que vous avez consacré. Bonne fin de session parlementaire. Alors, c'est ce qui complète la première partie de notre émission. Je vous invite à rester des nôtres parce que tout de suite après la pause, je reçois Maxime Pedneau-Jobin. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. On est de retour à Parole à l'élu et cette fois-ci, mon invité, le conseiller de Buckingham et chef d'Action Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin. M. Pedneau-Jobin, bonsoir. Bonsoir. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de la page 2 de l'édition de samedi du quotidien Le Droit. Escarmouche entre vous et Hugo Parisien, qui, on sait, est le directeur général du Carrefour culturel Estacade. D'abord, comment les courriels personnels ont pu là, se rendre du côté des journalistes? C'est-à-dire que je ne le sais pas. Moi, j'ai envoyé ce courriel-là à M. Parisien, puis pour la suite des choses, il répondra aux questions, là. Moi, je trouve ça triste parce que des chicanes, ça arrive dans mon métier, là, des désaccords, des discussions, des fois des frustrations profondes, ça arrive aussi. Puis je trouve ça plate que ça se trouve dans le journal parce que
Moi, j'ai des difficultés avec une personne, mais pas avec l'organisme. Donc, dans la réponse originale de à M. Parisien, vous dites, bon, ben, j'ai pas votre organisme à cœur, donc j'en parlerai pas à M. Coteau quand il va venir et tout ça. Vous nous dites par la suite là, que c'était un petit peu ironique. Ben oui, moi, je me suis dit, bon, ben s'il n'y a rien, si vous n'êtes jamais satisfait de ce que je fais, je vais arrêter. Mais c'était sur le ton d'ironie. Évidemment, je continue à travailler pour l'Estacade. Je l'ai fait depuis, puis j'attends des réponses du bureau du ministre. On a fait un bilan d'une rencontre qu'il y a eu avec le service de la culture. Moi, je continue à travailler, mais bon, à un moment donné, la marmite saute. Là, elle a un peu sauté, puis c'est plate que ça soit public parce que ça arrive souvent, des choses comme ça, c'est bien normal. Avez-vous eu, depuis l'échange de courriel, avez-vous eu des contacts avec, par exemple, le président du Carrefour culturel? Oui, j'ai parlé au président. On s'est dit que, bon, tout le monde a un peu l'air fou d'une affaire comme ça, donc c'est plate, mais on continue à travailler ensemble, puis il n'y a pas de... Je le répète, il n'y a pas d'enjeu entre moi et l'organisme. Moi, je trouve que c'est un modèle assez extraordinaire qu'on a, l'Estacade, ici à l'Est. C'est ce qui fait que c'est difficile parce qu'ils se battent sur plusieurs fronts parce qu'ils sont toujours entre deux chaises. Ce n'est pas une salle municipale, mais ce n'est pas non plus complètement un tiers. C'est un partenaire particulièrement intense de la ville, mais ils sont dans une situation difficile. Ça fait qu'il faut se battre souvent pour défendre leurs intérêts. Puis bon, moi, j'aime mieux me chicaner avec d'autres qu'avec eux. Mais dans ce cas-là, c'est avec eux que ça s'est passé. Évidemment, le titre, c'était Maxime Penneau-Jobin, où le chef d'Action Gatineau sort de ses gonds. Quelques jours auparavant, c'était M. Bureau qui sortait de ses gonds face à vous, particulièrement à Action Gatineau. Vous aviez proposé en après-midi, semble-t-il, 2 propositions. On parlait de corruption. Vous vouliez, entre autres, là, que tous les contrats soient mis sur le portail Gatineau Ville ouverte. Ouais. M. Bureau dit que vous insistez qu'il y a de la corruption et dit que vous avez apporté ces résolutions-là là, à la toute dernière minute. Bien, d'abord, ils ont eu 2 jours à l'avance. Puis deuxièmement, pour moi, c'est assez simple. On les met-tu sur Internet ou on les met pas? Oui, il y a du travail à faire. Là. Ça prend une secrétaire pendant un certain temps. Pour moi, le problème de la collusion et de la corruption est assez important au Québec en général pour qu'on prenne tous les moyens, qu'on les mette tous les moyens de notre côté pour prévenir. Est-ce que c'est trop compliqué de prendre une décision comme ça? Moi, je pense que non. Moi, je pense que même si je l'avais déposé le matin même plutôt que 2 jours avant, ça aurait été suffisant pour dire, bien, on le fait ou on le fait pas. Si on pense que tout va bien, on le fait pas. Puis si on pense qu'il y a des risques, on le fait. Là, M. Bureau s'empête dans des considérations de combien de temps ça va prendre, combien ça va coûter. C'est pas compliqué, là. C'est prendre des choses, les mettre sur Internet. C'est sûr qu'il faut retaper une partie. Ça fait que ça peut-tu prendre 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, je ne sais pas. Mais pour moi, ça en vaut la peine. Mais dans les faits, le fait qu'il choque, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on remette en question son ordre du jour, qu'on propose des choses. M. Bureau, on le voit depuis plusieurs semaines, il aimerait mieux qu'il n'y ait pas d'opposition. Mais moi, je pense que c'est constructif ce qu'on a fait. C'est pas la première fois que vous revenez avec l'idée de rendre public tous les contrats qui ont été déposés, qui ont été accordés par la Ville depuis 2002, je crois. Ouais. Et à chaque fois, vous voyez une opposition de la part de M. Bureau, de la part de l'équipe de M. Bureau, on vous dit non, il n'y a pas de corruption. Ouais. Pas un petit peu surpris qu'on réagisse comme ça? Oui, c'est-à-dire que la première fois, on disait, est-ce qu'on peut faire l'analyse nous-mêmes? Oui. La réponse, c'est non, tout ce qu'on fait est correct. Puis encore une fois, moi, je n'ai pas de raison de croire qu'il y a de la corruption, mais ce que je veux, c'est qu'on fasse de la prévention, qu'on s'assure qu'on mette toutes les chances de notre côté pour qu'il n'y ait pas. Là, ce que je dis, c'est si nous, on ne veut pas faire l'analyse, on peut-tu la faire par d'autres? Donc, mettons ça sur Internet, puis il y a des gens comme les gens de Gatineau ouverte qui font ça dans une fin de semaine. Et ce qu'ils ont fait à Montréal est assez extraordinaire. Ils ont croisé les dons aux partis politiques ou aux indépendants, parce qu'ils reçoivent de l'argent eux aussi, avec les données des firmes, de LinkedIn, là, les gens dont le nom est associé à une firme, avec les contrats. C'est assez extraordinaire, ça. Ça fait un beau portrait, tu prends ça dans une enveloppe, tu envoies ça à la police, puis tu dis, il y a quelque chose qu'il faudrait gratter là. Mais donc, on ne veut pas faire l'étude nous-mêmes, on ne veut pas la faire par d'autres. Moi, à un moment donné, il y a une limite à dire que tout va bien. Là. Ça peut ressembler à de l'aveuglement. Moi, peut-être qu'on va faire l'analyse puis que tout va aller bien, puis c'est ça que je souhaite, puis c'est ça que je prétends qu'il pourrait arriver, mais je ne suis pas assez sûr pour dire qu'on ne le fait pas. Évidemment, la semaine dernière, en fait, mardi dernier, exactement une semaine, c'était le ministre Marceau qui déposait son budget. Quand on vous a interrogé, vous n'aviez pas eu le temps de lire le budget au complet. Juste avant vous, M. Iraca, qui s'est dit inquiet là, de certaines infrastructures, de certains projets d'infrastructures dans la région.
ministre Bergeron qui nous dit qu'il n'y a rien de garanti encore. J'ai envie qu'on parle du terrain synthétique ici à la polyvalente Omnidas Gamelin. J'imagine que vous êtes un petit peu nerveux quand vous voyez le budget. Tout à fait. Moi, surtout que là, j'ai posé des questions sur le fonds d'aide pour des budgets comme ça, là, pour des terrains comme ça, et on a toutes les raisons d'être inquiets. Au ministère de l'Éducation, eux aussi, ils resserrent la question sur les infrastructures. Est-ce que ça va être sur, par exemple, des agrandissements d'écoles ou sur des infrastructures sportives? Je ne sais pas. Mais oui, je suis tout à fait inquiet. Moi, je garde la même attitude parce que j'ai de la pression, évidemment, pour prendre cet argent-là et le dépenser ailleurs si le budget synthétique ne va pas de l'avant. Mais moi, je vais continuer à cheminer avec la commission scolaire. Je pense que c'est un excellent projet. Si les subventions ne sont pas là, il va falloir voir s'il y a un plan B, s'il y a une alternative. Mais moi, tant que le projet n'est pas enterré, là, je garde ça parce que j'y crois. Puis j'espère que ça ne sera jamais enterré parce que c'est un projet ça va faire un pôle sportif. Ça serait extrêmement utile à l'Est. Mais on est plusieurs à être inquiets. Et on n'est même pas sûr, d'ailleurs, que Gertin, grande bibliothèque, que tout ça va se réaliser dans le futur avec les compressions qui ont été annoncées. Oui. Gertin, je suis moins inquiet parce qu'il était signé, il était dans le système, il y a eu des déclarations publiques. Je serais très étonné que ce projet-là tombe. Mais comme M. Bergeron l'a dit, si tout est sur la table, il faut s'inquiéter. Puis c'est là où il faut faire de la politique. Moi, je continue à défendre le projet puis à appeler des alliés pour être sûr qu'on ne coupe pas ça. On a présenté la semaine dernière le camp de soutien à l'action communautaire. On a présenté ça aux différents organismes communautaires de la région, du secteur ici la semaine dernière. Quelques membres d'organismes communautaires à peine qui se sont présentés. Et pourtant, c'est quand même une enveloppe de près de 200 000 $ qu'on met à la disposition justement des organismes communautaires. Oui, je suis un peu surpris de la faible participation. En même temps, j'espère que la raison, c'est qu'en fait, ils connaissent bien le programme. C'est sûr que c'est nouveau, mais on a fait des consultations pendant presque 2 ans. On a reparlé l'année passée. Il y a vraiment je pense que ce qu'ils veulent voir, c'est le résultat, là, de dire, on fait des demandes, puis on veut que la Ville livre. Donc, je ne suis pas très étonné. Puis en plus, c'est un milieu où les gens se parlent, les gens se connaissent, les acteurs se fréquentent beaucoup. Ça fait que, pour moi, ce n'était pas inquiétant. Surtout que c'est beaucoup de sous, là, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars qu'on va mettre dans la machine. Et ça, pour le communautaire, c'est une excellente nouvelle. Il y a en fait 2 fins de semaine, vous avez participé en tant que chef d'Action Gatineau au colloque annuel de la Ligue d'action civique. Et je sais que vous êtes sorti de là avec plein d'idées par rapport à comment conduire là, un petit peu la ville ici à Gatineau. Oui, c'était vraiment intéressant parce que c'était des gens qui étaient autant des indépendants que des partis qui disent comment on fait dans le monde, parce que ça ne va pas bien dans le monde municipal puis dans le monde politique en général, comment on fait pour se donner des outils pour faire de la politique plus proprement. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur la table. Puis une des solutions vraiment intéressantes, c'est que la Ligue est en train d'évaluer la possibilité, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que c'est leur projet, mais de mettre en place une espèce de coop qui offrirait gratuitement des services aux différents partis politiques. Par exemple, on a tous besoin d'un logiciel pour gérer nos listes de membres. Ça nous coûte une dizaine de mille piastres par année. Bien, si on a un logiciel libre, conçu par des gens qui sont des passionnés de politique, qui font le meilleur logiciel possible, on pourrait le donner à l'ensemble des partis politiques du Québec. Donc, tout le monde verrait les dépenses baisser. Ça fait que c'était extrêmement intéressant parce qu'on partageait les différentes solutions qui ont été trouvées un peu partout au Québec. Puis pour moi, les partis et la politique, qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça, ça va faire partie de la vie pour encore des années. Ça fait qu'il faut essayer de s'assurer que ça fonctionne le mieux possible. En fait, les partis ont été fondés, c'est assez paradoxal, à Montréal, au moment où on voulait lutter contre la corruption, puis les gens disaient, il faut se serrer les coudes, puis il faut arriver là en masse pour pouvoir assainir Puis moi, je pense qu'on peut revenir à un mouvement comme ça, mais il faut trouver des idées originales, puis à des endroits comme la Ligue. Et si vous poussez votre réflexion un petit peu plus loin, est-ce que vous ne souhaitez pas qu'éventuellement, il y ait un deuxième parti peut-être à Gatineau là, pour venir contrebalancer un petit peu ou avoir des idées différentes d'Action Gatineau? C'est certain. Moi, je crois profondément qu'un indépendant là, est plus vulnérable. D'abord, il n'y a pas un programme qui est capable de faire appliquer. Ça prend l'opinion ça prend la part de tout le monde. Et moi, je crois dans ce choc-là entre les partis. Il y en a un qui propose des choses, l'autre qui cherche des bébites.
et qui, même à l'Assemblée nationale, 80 du temps, votent dans le même sens ça, on l'oublie souvent, hein, parce qu'on a les chicanes qui paraissent dans le journal, mais l'immense majorité du temps, les votes, même à l'Assemblée nationale, sont unanimes. Puis je pense que c'est ça qui va continuer de se passer au Conseil. Mais le fait d'avoir une espèce de contre-pouvoir, là, des gens qui surveillent l'un l'autre, c'est ça qui fait qu'on prend des bonnes décisions, puis c'est ça qui fait que l'opinion de tous les citoyens est entendue. En fait, on a appris la semaine dernière également que la Ville s'apprête à augmenter là, les coûts aux développeurs là, quand on construit des projets neufs. Évidemment, les coûts qui vont être sûrement remis là, aux acheteurs de maisons neuves. Oui, ça, c'est extrêmement complexe, mais pour moi, c'est très intéressant. Quand on parle de l'opposition qui dit que le gouvernement fait des bonnes choses, là, bien, dans ce cas-là, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce qui se fait à Ottawa. C'est ce qu'on dit, c'est ceux qui construisent loin des centres-villes, c'est là où il va y avoir une discussion à un moment donné, là, payent plus cher que ceux qui construisent près du centre. On dit aussi, quand on a un nouveau développement, bien, ici à 5000 personnes de plus à Elmer, c'est plus de poids sur la bibliothèque, c'est plus ça prend plus de pistes cyclables, ça prend plus de... Donc, avant, on disait du développement, c'est de la richesse. Mais du développement, là, quand on regarde comme il faut, c'est un coût pour... En fait, c'est souvent les anciens quartiers qui vont subventionner les nouveaux. Fait que là, nous, ce qu'on dit, c'est les promoteurs vont payer un peu plus, en fait, beaucoup plus pour le développement. Ils vont transmettre ça, évidemment, aux consommateurs. Mais pour moi, ça risque de faire un développement plus intelligent à Gatineau, puis que le poids de la finance publique va être mieux équilibré entre le privé qui profite du développement puis le public qui doit entretenir après. Ça fait que c'est quelque chose de complexe, mais pour moi, on fait vraiment un pas dans une bonne direction. Puis ça se fait comme ça partout au Canada anglais. Au Québec, on serait une des premières villes, sinon la première à aller dans ce sens-là. Puis moi, je pense que c'est excellent. Monsieur Pedneau-Jobin, merci infiniment. Évidemment, la semaine prochaine, le budget. Alors, on va suivre ça de près. Alors, voilà, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous rappelle que la semaine prochaine, l'émission Parole à l'élu fait relâche. Je vous donne rendez-vous dimanche sur nos ondes à compter de midi, évidemment pour le Téléthon du Club Lyon. Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe de TVC Passe-Lièvre. Bonne fin de soirée sur nos ondes.